Bye bye 2022, et oui, c'est déjà le moment de boucler cette année. Je ne sais pas vous, mais moi, personnellement, je n'ai rien vu passer. Chapeau bas, en tout cas, au grand scénariste des années 2020, pas un temps mort, c'est le live show permanent depuis quelque temps déjà. Netflix peut bien s'accrocher, désormais, le monde s'écrit très bien sans lui, avec ses horreurs, ses rebondissements permanents, ses zones de fracture de plus en plus nombreuses, et ses héros et anti-héros, bien sûr, multifacettes. Alors, monde en spectacle oblige, quelques palmes ce soir dans Le Point pour revenir sur 2022. C'est tout de suite. Bienvenue à toutes et tous sur L'Aimant Bleu. Et bienvenue à nos invités pour ce dernier point de l'année. Évidemment, autour de cette table, d'abord Micheline Calmieret. Bonsoir, Madame la Présidente. Alors, ancienne conseillère fédérale socialiste, évidemment, et présidente plusieurs fois de la Confédération, faut-il le rappeler. Et Peter Rothenbuehler, merci à vous également d'être parmi nous. Merci. Journaliste, homme de médias, roman et sus alémanique. Vous avez notamment été rédacteur en chef du Matin à la Grande Époque et de la Schweizer Illustriert. Alexandre Chevalier, bienvenue. Bonsoir. Alors, habitué aussi de nos plateaux, analyste politique et engagé aussi, donc pas tout à fait neutre, on le rappelle, à droite de l'échiquier. Vous êtes cadre de Les Républicains en France, enfin en Suisse pour la France, et membre du PLR à Genève. Et enfin Philippe, bienvenue. Bonjour Laetitia. Une semaine de plus, la dernière pour cette année, chaque semaine ici à nos côtés. Merci une fois de plus Philippe. Donc, ancien directeur, on le rappelle, pour ceux qui auraient vécu sur une autre planète, ancien directeur de Charlie Hebdo et de France Inter. Et donc, on commence cette revue 2022 par la bombe de l'année. Cette bombe, c'est elle, ou plutôt c'est par elle, Eva Kaili, qu'elle vient d'exploser au sein de l'Union européenne. Corruption par le Qatar d'au moins 4 personnes prévenues et en détention jusqu'à ce jour, dont Eva Kaili, la vice-présidente du Parlement européen. On l'écoute tout de suite pour voir de quoi il s'agit. C'était au Parlement européen quelques temps avant l'affaire. Voilà comment elle défendait le Qatar qui l'aurait soudoyée. So today the World Cup in Qatar is a proof actually of how sports diplomacy can achieve a historical transformation of a country. ILO said that Qatar is a front runner in labor rights, abolishing kafala and reducing minimum wage. They committed to a vision by choice and they opened to the world. Still some here are calling to discriminate them. They bully them and they accuse everyone that talks to them or engages of corruption. But still, they take their gas. Still, they have their companies profiting billions there. We can promote our values, but we don't have the moral right for lectures. Des centaines de milliers d'euros qui ont été retrouvés chez elle, comme chez d'autres personnes qui sont elles aussi en prévention jusqu'à ce jour. Donc Eva Kaili, grecque, socialiste, de gauche, comme la plupart des personnes qui ont été interpellées. C'est moche, non, Micheline Calmieret, notamment pour la gauche. C'est moche, que ce soit pour la gauche, pour la droite. Je veux dire, il n'y a personne qui a l'exclusivité de la corruption. C'est un mal relativement répandu, mais là où on peut peut-être parler de phénomènes quand même assez surprenants, c'est que l'Union européenne se présente sur la scène avec un discours de valeur, se présente sur la scène comme étant l'institution qui défend la démocratie, le respect des droits humains, le respect du droit, et on n'attendait pas qu'il puisse y avoir corruption dans une institution comme celle-là. Je veux dire, Parlement européen, tout de même, ça surprend. Et là, surtout, l'ampleur. 600 000 euros trouvés chez elle, voilà, ça dit quelque chose, pas seulement d'ailleurs sur le Parlement européen, mais ça dit quelque chose aussi sur la Coupe de foot organisée au Qatar. Alors on y viendra. Ça veut dire que c'est probablement pas la seule institution qui a été arrosée de dollars qataris. Probablement, et d'ailleurs on s'est toujours demandé pourquoi et comment ces jeux avaient pu être, cette coupe avait pu être attribuée au Qatar, malgré tous les problèmes écologiques, tous les problèmes en matière de respect des droits humains, semble-t-il des milliers de travailleurs et de travailleuses qui sont morts sur les chantiers du Qatar.
comment on a pu attribuer des jeux à ce pays. Là, on voit un des aspects de leur campagne, c'est-à-dire ils arrosent de beaucoup de dollars les acteurs qui doivent décider. Oui, parce que tout est énorme dans cette affaire. Donc, c'est des centaines de milliers de dollars ou d'euros qui ont été trouvés chez elle, mais aussi dans la valise de son père, plus que chez d'autres. Ce qui est énorme, Peter Rothenbuehler, c'est qu'on ne pensait pas. Hein. Pourtant, on est en Suisse, à Genève, où des valises, on en a connu. Des valises de billets, c'était presque une industrie locale, jusque dans les années 90, 2000, je ne sais pas exactement. Mais ça paraît d'une autre époque, ça, se balader comme ça avec des valises de billets, retrouver, garder chez soi des valises de billets, non? C'est à l'ancienne. C'est à l'ancienne, oui. Et moi, je suis toujours mauvaise langue. Je dis, ils sont tous italiens. Donc la grecque, elle est avec un Italien. Et c'est son copain italien qui a encaissé. Et puis, donc la corruption commence à Chiasso. Et puis l'Italie... elle est gangrénée de corruption. Et alors, si les Qataris arrivent... Mais il faut aussi dire, les Suisses se laissent aussi acheter par le Qatar. Hein. Il y a je ne sais pas combien de grands hôtels suisses qui ont été rachetés par les Qataris. À Lausanne, le plus bel hôtel. À Berne, le plus bel hôtel. Le Bürgenstock. Ça appartient tout au Qatar parce qu'on n'était pas capable de les tenir. Et combien de millions ont été dépensés aussi pour obtenir ces achats et puis pour satisfaire tout le monde, je ne le sais pas. Mais on est en train de se faire acheter le Crédit Suisse par l'assassin de l'Arabie Saoudite. Alors on y viendra, mais l'idée que vous dites, justement, c'est des Grecs, c'est des Italiens, parce que là, les enquêtes commencent. Hein. Maintenant, sont suspects toutes les personnes qui ont justement défendu le Qatar ces derniers temps, et notamment le vice-président aussi de la Commission européenne, Margaritis Schinas, qui est lui aussi grec. Et là, vous l'avez dit, c'est avec un peu de mépris, peut-être pas, mais c'est le Sud, c'est le Nord contre le Sud, hein, Alexandre Chevalier. Est-ce que ça dénote aussi d'une Europe à deux vitesses, une Europe du Sud qui n'est pas encore tout à fait aux normes, corruption par rapport au Nord? Ça dénote en tout cas d'une... D'abord sur la Suisse, parce qu'on se rappelle évidemment de comment la Suisse a évolué sur ces questions de lutte anti-blanchiment. Il se trouve que par ma profession, je m'occupe de ces questions-là, sur les questions anti-blanchiment, et on voit bien à quel point la FINMA, le régulateur suisse, a mis de la pression sur les banques depuis plus de 15 ans, avec des départements monstres, hein, extrêmement grands et importants, de conformité bancaire dans les instituts, pour éviter justement ce genre de choses. Et moi, je vous le dis là, à titre professionnel, mais c'est totalement surréaliste qu'aujourd'hui, quelqu'un arrive avec des valises de cash pour 600 000 $ ou 600 000 francs et qu'il soit accepté par la banque. Personne, aucun responsable de la conformité ne mettrait sa tête sur le billot et ne signerait l'encaissement de ces fonds sans explication, sans rien, et surtout une somme pareille en cash. Donc déjà ça, pour dire que malgré tout ce qu'on a pu dire sur la Suisse, les paradis fiscaux, les listes grises, etc., on est extrêmement bien armé là-dessus, et surtout en fait, extrêmement bon élève, et surtout en fait, on participe pas à ce qui se passe dans ces pays d'Europe du Sud. Est-ce qu'il y a deux vitesses? Oui, probablement. Est-ce que l'Italie a des problèmes? Évidemment. Je prends la balle, ouais. Mais on met où l'argent? Quand on a comme ça justement 1 million à planquer, aujourd'hui, on va où? À Dubaï? Alors en cash, je le savais. Sincèrement, en cash, je ne suis pas là pour faire la recommandation en fait là-dessus, puisque mon travail c'est tout l'inverse. Mais je dirais que moi je me pose la question de comment elle pensait dépenser cet argent. C'est-à-dire, est-ce qu'elle pensait le dépenser elle avec sa famille, son père, ses amis, en dépensant en fait en cash justement jusqu'aux limites de chaque pays, de ce qui peut être dépensé dans chaque achat pendant, je ne sais pas, des mois, des années. C'est une question qui est sans réponse, mais je trouve qu'on est dans un mauvais film des années 90. Ici, on parlait de Netflix et de la réalité. La réalité, elle dépasse toujours la fiction. C'est encore le cas ici aujourd'hui. L'Italie a un énorme problème aujourd'hui qui est lié évidemment aux mafias. La Grèce, je veux dire, une élue vice-présidente du Parlement européen grec, la tentation, elle est trop grande. Donc oui, pour répondre à votre question, oui, évidemment qu'il y a une Europe à deux vitesses. Et évidemment, il y a une pression qui n'est pas la même selon les pays pour les institutions. Mais vu qu'ici, on est en Suisse, permettez-moi de dire que je suis assez fier dans un pays qui contrôle aujourd'hui plus que bien
ces questions-là. Bon, assez de retard pour votre secteur bancaire. Philippe Val, justement, cette Europe à 2 vitesses, voire à 3 vitesses, hein, parce que quand on regarde l'indice de corruption, c'est vrai que la Grèce est à 51, l'Allemagne est à 20, les pays nordiques sont à 12, 14. Et alors, quand on regarde les pays de l'ex-bloc de l'Est, hein, parmi lesquels l'Ukraine, dont l'éventualité de l'introduction, et là, on a 68, 80. Enfin, comment est-ce que c'est possible, envisageable pour l'Ukraine et même déjà pour ceux qu'on doit intégrer aujourd'hui et demain, la Serbie? Plus que Nord-Sud, c'est Est-Ouest, la différence flagrante. Pourquoi ? En l'occurrence, c'est des gens du Sud. Hein. Oui, certes, mais parce qu'on a... Quand on va les fouiller de l'autre côté, on le voit bien d'ailleurs avec l'Ukraine qui n'est pas dans l'Europe, mais à qui on demande de faire des efforts considérables parce qu'au-dessus d'un certain niveau de corruption, on ne prend pas dans l'Europe. Donc il faut être en dessous d'un... Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas du tout de corruption. Donc l'Europe, depuis que l'institution européenne fonctionne, le niveau de corruption en Europe a considérablement baissé. L'Europe a été un facteur de contrôle des comptabilités nationales quand même assez fort, de rigueur, etc. On le voit, l'Espagne, le Portugal sont des pays qui ont vu leur taux de corruption chuter après leur entrée dans l'Europe. Et ça, c'est une chose. Donc, le Parlement européen est le maillon faible, parce que ce sont des élus... voilà. Je ne sais pas, mais a priori, je ne pense pas que les autres institutions européennes soient spécialement corrompues. Et là, on ne sait pas jusqu'où c'est corrompu. Cela dit, je suis plutôt d'accord avec vous. Le nombre de gens et d'institutions de toutes sortes que le Qatar a dû arroser. En fait, ce qui est important là-dedans, c'est qu'il y a des pays... C'est qu'il y a un pays qui s'appelle le Qatar, qui est grand comme un confetti, mais qui est bourré de pognon, de gaz et de pétrole et de Rolex. Donc, ce Qatar est un corrupteur international, qui d'ailleurs paye des choses qui sont sans doute encore bien plus inavouables que la Coupe du Monde, et qu'il est dans le jeu, il est dans le game international, à coup de corruption précisément. Et là, la Coupe du Monde, le fait que le milieu sportif, qu'elle soit au Qatar, quand on se prend un peu de recul, c'est quand même stupéfiant. Pourquoi pas faire la prochaine Coupe du Monde? Vous savez, il y a un petit bled en Sicile, au-dessus de Palerme, qui s'appelle Corleone. C'est des bleds de Totorina. Je propose que la prochaine Coupe du Monde se fasse là, parce que pourquoi pas, tant qu'on y est, allons-y, quoi. C'est du délire. On parle de jeux, je ne sais pas quel jeu... en Arabie Saoudite. Voilà, la Coupe du Monde 2030, on va y venir, mais ce qui frappe, j'aimerais quand même, Micheline Calmiret, quand même, là, c'est des gens de gauche qui sont censés avoir une moralité. Ça aurait été des gens de droite. Oui, mais on se dit, ils aiment là. Il y a moins de morale, mais là... Je veux dire, franchement, la corruption n'est pas l'apanage ni de la gauche, ni de la droite, ni de l'Est, ni de l'Ouest, ni du Nord, ni du Sud. C'est un phénomène. Mais la probité à gauche est essentielle. C'est une question de chiffres, la corruption. Oui, non, mais si vous recevez une plaque de chocolat de quelqu'un, voilà. Bon, vous pouvez... Ça dépend quel chocolatier. mais effectivement, là, les montants sont vraiment incroyables. Et puis, ça fait partie du système qatari. Et quand vous voyez on vous offre 600 000 $, la personne, elle a les yeux qui clignent. Il faut avoir un sacré sens moral. Et là, vous avez raison. Parce que la gauche s'engage pour la moralité en politique, la gauche s'engage pour un certain nombre de respect, de principes et de valeurs. Et que ce soit une personne qui appartient à un parti de gauche qui se laisse de cette manière-là instrumentaliser par le Qatar. On l'a vu, c'est pas contenté d'encaisser 600 000 $, elle s'est contentée aussi de promouvoir le Qatar. Et donc, là, ils réussissent, les Qataris. Hein, je veux dire, c'est un système qui fonctionne, il faut quand même le dire. C'est un système qui fonctionne. Donc, il faut mettre en place des systèmes de régulation, il faut mettre en place des contrôles, des ONG des journalistes qui dénoncent, etc. Tout le monde a son prix. Ça ne puisse pas se produire. D'ailleurs, cette personne, c'est très drôle, elle n'a pas pu mettre cet argent sur un compte en banque et je ne sais pas comment elle aurait pu le dépenser. Là, vous avez raison, parce que moi, j'ai été confrontée une fois, j'avais changé 1 000 € pour payer un hôtel dans un pays de l'Union européenne. Et bien, pendant 4 jours, je me suis dit, l'hôtel n'en voulait pas, les banques n'en voulaient pas. Alors, vous pensez, 600 000 €, comment elle aurait pu les dépenser? C'est là que le Qatar est fort, hein. Il arrive à convaincre les gens. Non, mais il n'était pas fort dans ce cas, parce que
il ne faut pas prendre les Qataris pour des imbéciles. Leurs hommes d'affaires... Ils sont surtout très riches. Oui, mais leurs hommes d'affaires qui agissent en Europe sont extrêmement bien formés, souvent à Londres, et ils savent comment faire. Ce qui m'étonne, ils ont envoyé un amateur et qui a laissé tomber cette femme. Ils auraient dû... Où elle a été dénoncée par son propre camp. Je pourrais les conseiller. Ils auraient dû acheter un appartement, madame, à Bruxelles, pour eux, et puis lui offrir par des combines. Mais on ne donne pas 600 000 francs en cash. Ça, c'est de la bêtise pure. Et les Qataris savent cela. C'est des corrupteurs très, très malins qui font beaucoup mieux normalement. C'est ça qui m'étonne. Ils font comment alors normalement quand ils font beaucoup mieux? Mais justement, ils achètent un appartement. Quand ils approchent nos politiques. Ils font comme les Libanais avec Chirac. Vous avez des sociétés offshore, vous avez les biens immobiliers. Ouais. Il y a d'autres types pour arriver à ça. Moi, j'aimerais juste revenir sur la question de la corruption telle qu'on... Non, mais laissez finir, justement. Nos femmes politiques, justement, est-ce que c'est possible qu'on découvre aussi qu'il y en a qui ont été approchés? Ça, c'est le problème qui n'ont pas résisté à tant d'argent. Le problème qu'on a avec ces histoires aussi qui se passent en Italie et en France, c'est que beaucoup de Suisses croient que nos politiciens soient aussi corrompus et qu'ils travaillent que pour l'argent. Moi, je dois même expliquer à ma femme que, écoute, nos parlementaires, c'est tous des gars réglo. Tous des gars réglo. Et puis, comment vous le savez? En plus de ça, ils ne sont pas trop bien payés pour le travail et la responsabilité qu'ils ont. Sur le plan financier. C'est pas intéressant financièrement. Non. Et ils s'engagent au service de la collectivité. C'est vraiment un métier extrêmement difficile où vous êtes tout le temps soupçonné. Mais oui. Tout le temps. Donc, franchement... Dans l'exécutif. Et en Suisse, regardez, on a condamné M. Maudet pour actes de corruption pour des montants, même pas de l'argent, pour un voyage. Peut-être qu'on n'a pas trouvé les appartements, l'appartement ou les valises. Je veux dire, ça veut dire que le système fonctionne. En Suisse, on condamne quelqu'un pour corruption qui n'a pas été touché comme cette dame du Parlement européen. Je veux dire, le système fonctionne. La personne a été dénoncée et elle a été condamnée. Donc, on fait extrêmement attention. La personnalité politique qui accepte des cadeaux, elle sait très bien qu'on vit en tant que politicien dans une vitrine et qu'un jour ou l'autre, ça va se savoir. Donc, vous ne faites pas ça. Hein, je veux dire, vous êtes... Elle sait désormais, parce qu'il y a une jurisprudence, mais c'est vrai qu'il y avait jusque-là pas tellement Non. Les systèmes sont organisés, les chancelleries vérifient. Et puis, chez nous, il y a du lobbying qui est légal. Enfin, on touche de l'argent, pas comme exécutif, mais comme membre de législatif. À Bruxelles aussi. On avait déjà parlé de ça ici, justement. Il y a deux choses. La première, c'est le pays des lobbies, avec les États-Unis aussi notamment, où le lobbying est très officiel pour les élus fédéraux au niveau du Parlement. La deuxième chose, c'est de rappeler que la corruption, elle a été présente aussi dans les pays du Nord, et notamment en France. Il y a le financement des partis politiques, les années 80, les années 90. Ça a été toutes des décennies dans lesquelles tous les partis, de gauche, de droite, notamment en France, ont eu des problèmes de corruption. En Espagne, c'est pareil. Que ce soit le PP, que ce soit le PSOE, ce sont des partis qui ont été empêtrés pendant des années dans la corruption. Il y a des mesures qui ont été prises. Aujourd'hui, même en Espagne, les Cortes sont en train de faire un paquet de nouvelles mesures de lutte contre la corruption parce qu'elle a continué malgré tout dans les années 2000. Donc cette lutte, elle est acharnée et elle doit continuer si on veut redorer le blason aussi de la politique et des partis politiques. Ça, c'est la première chose. La deuxième, pour revenir sur l'aspect un peu plus sérieux politique de ce qui se passe avec l'Union européenne, c'est la question de la crédibilité aujourd'hui des instances européennes dans une Europe qui est extrêmement mal vue, notamment par une grande part de la classe politique et de la population française, mais aussi depuis la Suisse. Pour des partis comme le Parti socialiste aujourd'hui, qui prône plus d'intégration, les Verts libéraux aujourd'hui au niveau fédéral, qui disent qu'il faut rentrer dans le tout ça, ça ne va pas ramener et rapprocher le citoyen vers l'Union européenne et se rapprocher institutionnellement vers l'Union européenne, mais bien au contraire, ça va continuer à nourrir le discours d'une droite qui n'est pas la mienne, au passage, qui est une droite UDC totalement anti-européenne, et la crédibilité du politique. Et effectivement, tout ça, ça mélange un peu les gens et il y a le risque, et Peter a raison, le risque que ça prenne aussi en Suisse, où déjà les taux de participation sont extrêmement faibles lors des élections, et notamment ici localement. Et donc localement, que ce soit l'affaire Maudet plus ça donne dans l'esprit des gens, de toute façon, ils sont tous pourris, et puis il n'y avait plus la différence de système, d'engagement entre la Suisse, la France et les autres pays. Il y a un discours de la droite extrême qui met en cause les politiques systématiquement.
systématiquement, qui les font vraiment passer systématiquement pour des corrompus, pour des incompétents, pour des trop payés, etc. Alors que c'est pas vrai, hein, je veux dire. Mais cette image-là, elle imprègne les opinions publiques, malheureusement. Alors, mais je trouve quand même qu'en Suisse, on est un des pays où les autorités politiques ont le plus fort taux d'adhésion sur le plan européen. Le Conseil fédéral est très bien noté en comparaison. Certainement. Et même à Genève, où on est extrêmement critique, où on critique tout et on a tout le temps la bouche ouverte pour dire des méchancetés sur les autres, eh bien même là, le Conseil d'État est relativement bien noté. Ouais. Bon, j'ai dit relativement bien noté, mais c'est vrai qu'elle porte atteinte, cette affaire, à la crédibilité des institutions européennes. Mais ça porte atteinte alors que pour l'instant, c'est une affaire personnelle et une affaire qatari. Bon, oui, c'est vrai. Voilà. Et si ça porte tant atteinte, c'est que déjà... l'Europe est tellement discutée, tellement en débat, parce qu'en réalité, que quelqu'un soit corrompu dans une institution aussi nombreuse et aussi diverse, ça ne peut pas entacher l'institution. On ne sait pas combien de gens le sont. Hein. Voilà, on c'est le début de l'enquête. On est qu'au début, Philippe, de cette histoire. On est au début de cette histoire, mais... mais est-ce qu'il n'y a pas deux paradoxes? Il n'y a pas la personne corrompue qui hérite de la critique et c'est pas le corrupteur. C'est ça. Le Qatar, je ne sais pas. Alors attendez. On est très à vif aujourd'hui avec le Qatar parce qu'il y a la Coupe du Monde. D'ailleurs, c'est aussi une des questions paradoxes. Un autre corrupteur. Mais l'Arabie saoudite, dont vous venez de dire justement qu'elle aura probablement la Coupe du Monde, c'est les mêmes méthodes. Les Émirats, Dubaï, c'est les mêmes méthodes. Gros corrupteurs. Et ça nous hérisse beaucoup moins aujourd'hui. En Suisse, c'est l'actionnaire majoritaire, enfin le premier actionnaire de Crédit Suisse, une des grandes banques suisses, c'est l'Arabie saoudite. Avec le Qatar, ça fait l'actionnariat principal. Enfin principal. Non, alors, pas principal, ils sont à 15%. Ils sont à 15%, mais c'est les premiers actionnaires. Alors peut-être qu'ils ont pris des chemins légaux pour en arriver là, mais pour obtenir... Ça, c'est pas de la corruption, ça. Ça, c'est pas de la corruption. C'est pas de la corruption. C'est autre chose, la corruption. Il ne faut pas tout mélanger. Voilà, c'est ça, voilà. On a eu besoin d'argent. C'est la même chose. C'est simplement qu'on ne sait pas se protéger. Où commence le soft power et où commence la corruption et où finit le soft power dans ces cas-là? En tous les cas, on va le voir sans doute. Les États-Unis, par exemple, ont des listes de personnalités politiques européennes, notamment et américaines, qui ont été largement corrompues par les Russes et qui s'apprêtent à sortir, paraît-il, dans les temps qui viennent. Pas encore, ces listes. Je ne sais pas pourquoi. Il faut louer la police bruxelloise, parce que normalement, les parlementaires profitent de l'immunité parlementaire. Et sauf quand ils les attrapent en flagrant délit. Et la police a réussi à les attraper en flagrant délit. Attraper le père d'Eva Kaili avec une valise de billets en flagrant délit. Très bien organisé par la police. Ils se sont dit, il faut qu'on les chope en flagrant délit, sinon ils nous échappent. Et ils les ont tout de suite coffrés. C'est un coup formidable de la part de la police bruxelloise. Chapeau. Je voudrais rajouter une chose, c'est que les parlementaires européens et les gens qui travaillent à l'Europe sont extrêmement bien payés. Donc c'est pour éviter ça. Pour et éviter en plus, ils ne payent pratiquement pas d'impôts comme fonctionnaires internationaux. Donc pour éviter cette corruption, pour éviter cette fraude. Oui, bien sûr. Mais chacun a un prix. La question, effectivement, c'est comment on résiste, vous l'avez dit, à tant d'argent du Qatari. Dans les services publics, on résiste effectivement, vous avez raison, en payant ses fonctionnaires correctement, de façon à ce qu'ils puissent... Là, manifestement, c'est pas Parce que sinon, suffisant. le système de corruption devient systémique. Et les gens ne peuvent pas vivre autrement qu'avec des bonus, qu'avec des bacs chiches. Et ça a été le cas, et c'est le cas dans beaucoup de pays de l'Est, ça a été le cas. C'est le cas dans pas mal d'autres pays. Malheureusement, ce sont des pays qui sont pauvres et qui n'ont pas les moyens de payer correctement leurs fonctionnaires. Et c'est un système qui se perpétue quelque part. Et ça, il faudrait voir à corriger ça, mais je ne sais pas comment. Je n'ai pas de recette miracle. Mais quand les gens ne peuvent pas vivre de leur travail... Oui, mais là, en l'occurrence, Eva Kaili, avec son salaire d'eurodéputé, manifestement pouvait vivre et ça n'a pas suffi à faire barrière. On se retrouve dans quelques instants. C'est le moment de faire une courte pause.
Le point de retour, les palmes pour les moments et les personnalités les plus fortes de l'année, totalement arbitraire, hein, évidemment, comme choix. Et justement, on s'est décidé que la femme de l'année, c'était elle, Elisabeth Baumschneider, socialiste et jurassienne, élue la semaine dernière au Conseil fédéral. The big surprise. Hein. Bonne, pas bonne, bon, pas bon ce choix, Micheline Calmiret, de femme de l'année. Non, c'est une excellente surprise. D'abord à cause de la personnalité de Madame Baumschneider, parce que c'est quelqu'un de très empathique, de très ouvert, de très authentique, et ça apporte un vent de fraîcheur, moi j'espère, de créativité dans un Conseil fédéral qui est quand même, disons-le, un peu bloqué, quoi, et un peu dans une impasse, en particulier sur le dossier européen, qui nous a aussi pas fait grand honneur sur la question de la neutralité et de la guerre en Ukraine, en tout cas au début. Et donc, j'espère qu'elle amènera un vent nouveau au Conseil fédéral. Et puis, deuxièmement, ça montre la capacité d'un pays comme le nôtre d'inclure une région périphérique, une région vraiment le dernier canton né, qui a juste 40 ans, de l'inclure dans le gouvernement fédéral. Je trouve que c'est une démonstration de la démocratie suisse et de la volonté d'inclure tout le monde dans un gouvernement fédéral. Maintenant, ça a été critiqué parce qu'on a dit « voilà, il y a une majorité de francophones au Conseil fédéral, c'est un scandale, etc. » Moi, je constate simplement qu'il y a 5 secrétaires d'État dans l'administration fédérale qui sont tous suisses alémaniques et qu'il y a certains départements fédéraux où les Suisses alémaniques sont franchement dominants, comme le département de la Défense, par exemple, ou le département des Finances. Et que donc, la politique fédérale ne va pas être dominée par les romans simplement parce qu'il y a un conseiller fédéral de plus qui provient de la région latine, disons. Ça, c'est pour vous, peut-être, Rotem Billard, qui avait critiqué... J'ai critiqué qu'il y avait trop de romans. Non, au contraire. Moi, je suis très heureux. Et puis, elle n'est pas vraiment romande, Baumschneider. C'est une Schneider... c'est la façon alémanique d'assimiler. Une Baumschneider qui parle Berntuch. Berntuch à la maison, ouais, avec ses moutons au nez noir. Non, mais Baumschneider... C'est comme ça que vous appelez les électeurs, vous. C'est un jeu de mots un peu pour de vrai, les moutons. Et avec sa personnalité, son côté chaleureux, qui félicite même les policiers, etc., qui embrasse tout le monde. C'est un jeu de mots un peu simple, mais il y a de la vérité. Elle apporte du baume sur les blessures du Conseil fédéral. Qu'est-ce qu'elle est sympa. Parce qu'elle va... du liant, du liant, elle va apporter. Et d'ailleurs, Rushdie aussi. Rushdie est un type très chaleureux, et puis il va nous surprendre. Il va nous surprendre. Et tout le monde, la gauche, surtout les Verts, ils se plaignent, ils disent le baron de l'huile, du pétrole, il va faire freiner tous les projets pour l'écologie. J'y crois pas. Moi, je crois qu'il faut un type comme lui pour convaincre la droite de faire passer certaines lois qui sont proposées par la gauche ou pour le Conseil fédéral. Non, Baumschneider, c'est la femme de l'année aussi parce qu'elle est jurassienne. Moi, j'ai écrit pendant des années sur l'affaire jurassienne et j'ai toujours espéré que ce canton aura un jour un Conseil fédéral. Même quand Jean-Jacques Roth était candidat. Là, on a espéré, mais ça n'a pas joué. Lui, il aurait été pas mal. Et puis maintenant, c'est... Enfin, on a une jurassienne au gouvernement. Et puis, elle va faire ses preuves, moi je suis sûr, parce qu'elle était excellente au gouvernement. Elle a une expérience de l'exécutif, elle a été au gouvernement du canton du Jura. Ouais. Elle a en plus dirigé une haute école, donc elle a une belle expérience de leadership et d'exécutif. Donc, elle peut que nous surprendre en bien. Et je pense que c'est vraiment un cadeau. Certains ont dit on va affaiblir le Parti socialiste. Je pense que c'est un cadeau pour le Parti socialiste, Madame Baumschneider. C'est pas l'affaiblir. C'est le résultat aussi de guerre intestine. Mais ce qui est quand même incroyable dans ce type d'élection, on l'a vu encore plus que d'habitude, c'est à quel point la représentativité, ça compte. Au-delà même de la compétence. D'ailleurs, c'est vrai, vous dites, elle va nous surprendre en bien. Pourquoi vous opposez représentativité Parce que quand est-ce qu'il a été question de compétences réelles? On dit elle est femme, elle est suisse romande, elle est suisse alémanique, elle est sympa, elle n'est pas sympa, mais de réelles compétences. Pour arriver jusque-là, il faut être vachement compétente. Je peux vous dire.
pour arriver jusqu'à l'élection du Conseil fédéral et jusqu'aux auditions des partis politiques, il faut montrer vraiment une grande compétence. Il faut qu'on fasse confiance au Parlement. Donc, effectivement, ça se joue sur une... Et c'est très important. Franchement, est-ce que vous pensez que dans le Conseil fédéral, ils ont tous l'air... Ils sont compétents. Oui, tout le monde est très compétent. Je pense que vous arrivez là, pas en étant vraiment... n'ayant aucune compétence et aucune capacité et aucune expérience. Franchement... c'est pas là-dessus que ça se joue. Mais ça se joue sur des critères de représentativité, effectivement, et c'est important parce que le Conseil fédéral, dans une démocratie semi-directe telle que nous la connaissons, c'est une instance de coordination. C'est une instance où se font les compromis politiques et les consensus, que vous devez ensuite défendre devant la population lors de votes populaires, puisqu'en Suisse, on vote. On a une démocratie semi-directe. Et donc, le Conseil fédéral doit défendre ses positions devant la population. C'est très important d'avoir des conseillers fédéraux qui sont capables de le faire, qui sont capables de convaincre, qui ont un certain charisme, ce qui n'est peut-être pas le cas dans des démocraties comme la démocratie française, où le pouvoir va de haut en bas. Chez nous, c'est le peuple qui a le dernier mot. Et donc, c'est important d'avoir des conseillers fédéraux qui sachent le défendre. Chez nous. Pardon ? La représentativité régionale, ça compte beaucoup plus qu'on ne croit chez nous. Ça compte beaucoup. Mais bien, chez nous, ça compte énormément aussi. Parce que ce n'est pas régional, mais c'est la capacité de convaincre hors de... Madame Baumschneider, donc moi j'étais romande, j'ai dû convaincre jusqu'au plus petit village suisse alémanique de Schengen pour que la Suisse approuve l'accord de Schengen. J'ai dû aller faire campagne dans tous les petits villages suisses alémaniques, dans une langue qui n'était pas la mienne. Et c'est très très important que le Conseil fédéral soit bien représenté et qu'il soit capable de vraiment porter les décisions du collège. C'est ce que devrait peut-être faire Emmanuel Macron pour... Alexandre Chevalier. Moi, j'ai l'impression quand même c'est un peu ça. J'ai l'impression depuis tout à l'heure qu'on parle de Miss Sympathie. C'est un peu comme ces élections, en fait, pageant américaine. On s'est dit, tiens, on va prendre la plus souriante, la plus drôle, celle qui fait le meilleur one-man show après l'élection. Ça donne un peu ce côté-là et je trouve ça un peu désolant d'une certaine manière, notamment dans ce qui s'est passé sur son discours d'après-élection, où j'ai trouvé vraiment très faible la question sur le Tessin, le fait qu'elle était incapable d'aligner 3 mots sans une fiche ou une feuille où elle avait perdu une phrase déjà toute écrite en italien, et puis ça la faisait rire. Attendez, on a la séquence, on la regarde. Donc c'était le discours d'Elisabeth. Je devrais avoir une phrase en italien qui n'est pas sur mon discours. Mi dispiace, non puedo, je ne peux pas dire ma phrase, je ne l'ai pas. Oui, c'est sympa, mais justement, je trouve que... Mais c'est pas un discours politique, attendez. C'est pas forcément très respectueux. Moi, j'ai vu aussi des émissions sur la télé tessinoise. Je suis tessinois de mariage, et j'ai regardé un peu, et puis ça faisait pas forcément rire. Ça faisait rire un peu jaune, et je trouve que c'est pas forcément la chose la plus respectueuse. J'ai trouvé ça un peu dommage, et tout le monde était un peu goguenard. Je trouve que ça manque un peu d'institution. C'est peut-être le côté un peu français, mais ça manquait un peu de rigueur. Et de représentativité. Après, je trouve assez fabuleux sur le symbole, évidemment, la question du Jura, la question aussi qu'on ait osé en Suisse qu'au total, entre romans et tessinois, on est 31% de la population qui ne parle pas allemand, en suisse allemand, qui est 57% des sièges du Conseil fédéral. Là, effectivement, c'est une espèce de cadeau qu'on fait aux minorités pour dire maintenant que vous êtes majoritaire au gouvernement fédéral, on verra comment ça se passe. On a aussi vu une assemblée à majorité suisse alémanique élire et donc assumer ça, et le lendemain, ou quelques heures après, c'est notamment le cas d'un communiqué de presse, je crois, du PLR suisse, de dire c'est très bien, mais on espère que ce sera très provisoire. Où on pousse déjà notamment Alain Berset à se dire ce serait bien en fait de pas continuer pour pouvoir mettre un Suisse allemand. Donc il y a tout un jeu en fait là-dessus. Moi j'ai quand même l'impression qu'il y a eu un espèce de coup politique qui a été fait par le Parlement. Le Parlement, d'une certaine manière, s'est fait plaisir en actant sur le symbole. Et je trouve que c'est marquant aussi d'une époque où on se dit de l'importance des minorités sur les majorités. Et ça transparaît comme ça en filigrane. Non, on n'en parle pas trop. Votre analyse, mais je m'excuse, votre analyse, elle ne tient pas compte de la réalité. Encore une fois, le Conseil fédéral
n'est pas une instance romande ou suisse alémanique ou quoi que ce soit de ce type. Le Conseil fédéral doit défendre des positions de consensus à l'intérieur du Conseil fédéral, devant le Parlement et devant la population. Ça veut dire devant les 70% de Suisses alémaniques. Et par conséquent, le Conseil fédéral, même s'il comprend 4 latins, ne va pas prendre des décisions exclusivement en faveur de la Suisse latine, mais doit tenir compte de l'ensemble. Et ça, c'est un challenge. C'est un challenge pour le Conseil fédéral, parce que ça rend son travail plus difficile. Maintenant qu'il n'y a pas un représentant de grande ville suisse alémanique, il devra tenir compte de ses positions quand même, s'il veut faire passer ses projets au sein du Parlement fédéral et au sein de la population. Donc c'est un challenge. C'est pas drôle. C'est pas drôle du tout. Et c'est pour ça que les questions de représentation sont extrêmement importante. Et moi, je pense qu'il y a peut-être eu des coups politiques qui ont été pensés en arrière-plan, on ne peut pas les exclure, c'est toujours le cas. Toujours le cas. Ce n'est pas spécial, c'est systématique. Mais on fonctionne, et on fonctionne très très bien, parce qu'on tient compte des équilibres qui sont subtils. Voilà. Alors attendez, je vous donne la parole. Et puis après, on avance sur l'homme de l'année. Baumschneider n'est pas seulement un symbole, c'est vraiment une femme qui a fait ses preuves, et puis elle a fait toutes ses auditions, etc. Elle était brillante. Le grand problème de ces élections, c'était l'absence de Zurich. Zurich avait un conseiller fédéral, Maurer, qui n'est pas vraiment qui est pas de la ville. Qui est de la campagne. Ils avaient Blocher, qui n'est pas vraiment un Zurichois de ville, Et puis, ils ont eu le dernier vrai urbain de Zurich, c'était Moritz Leuenberg, mais il y a longtemps. Donc, ces partis zurichois ne sont pas capables de nous présenter des candidats électibles pour le Conseil fédéral. Ça, c'est grave. Oui. Et ça, c'était aussi le problème du Parti socialiste. La direction du Parti socialiste est là, comme on dit vulgairement, merdée, en disant d'emblée, il faut 2 femmes. Et puis après, ils ont exclu un homme de qualité. Oui, ça avait aussi un objectif politique. C'est le Parti socialiste, c'est le parti de l'égalité. Oui, mais l'égalité, c'est un homme et une femme. Quittons maintenant un petit moment. Et ça, c'était le problème. On va aller justement vers un homme, l'homme de l'année. Il n'est pas suisse, et il a été élu donc par le magazine Times. Homme de l'année, c'est Volodymyr Zelensky. Philippe, bon choix. En tous les cas, quand les Ukrainiens l'ont élu à 73%, je pense, en plus, il faut quand même noter qu'il est juif et que même en Israël, un Premier ministre juif, il n'est pas élu à 73%. Quand Poutine l'a traité de nazi, on disait « Ah oui, de quelle planète il vit ?» Bon, c'est une surprise parce qu'il n'avait aucune formation politique a priori. Évidemment que ça devait être un bon citoyen, qui devait lire les journaux, qui devait être au courant de tas de choses, mais c'était un comédien, un comique, un artiste, un homme de théâtre, de spectacle, de cinéma. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Il s'est passé dans cette nuit de février qu'il y a eu une espèce de transmutation de l'homme. Il a senti, parce qu'il aurait pu prendre la voiture qu'on lui a envoyée pour fuir l'Ukraine, il aurait très bien pu. Donc au début de l'invasion par les Russes. Le 24, bon voilà. Il ne l'a pas fait, il est resté. Il a une intuition qui n'est pas une intuition d'intellectuel, qui n'est pas une intuition d'homme politique, qui est une intuition artistique d'une certaine façon. C'est-à-dire que ce n'est pas un hasard. Il a eu quelque chose de... voilà. Alors, on le compare à Churchill. Il y a un point de comparaison avec Churchill. Churchill a peint 800 toiles. Il picolait, il était un peu bipolaire et il écrivait merveilleusement bien. C'était un grand artiste, Churchill. Ouais. C'était un homme formidable. Moi, c'est mon héros, personnellement, du XXe siècle. Et il a ce côté imprévisible. Et il faut, dans ces circonstances imprévisibles, un homme imprévisible. L'homme providentiel est imprévisible par nature. Et Zelensky a cette chose, presque on pourrait dire, artistique. Il a le sens des mots qu'il faut dire et de la chose qu'il faut faire à un moment complètement imprévisible qui prend tout le monde de court. Moi, j'ai beaucoup d'admiration pour cette intuition. Et pour son courage aussi, bien sûr. Ce sens de la communication. Ce sens de la communication, parce qu'être artiste, c'est communiquer des choses que d'autres ne savent pas communiquer.
Précisément, c'est ça. Être artiste, c'est pas être forcément un bon communicant. Non. Les deux choses sont séparées. Non, si, enfin, c'est-à-dire, il y a des artistes qui ne sont pas des bons communicants dans leur vie pour vendre leurs bouquins ou parler de leurs tableaux, mais leurs tableaux et leurs bouquins sont leur principal outil de communication, et si ce sont des chefs-d'œuvre, c'est là où ils communiquent le plus intensément, beaucoup plus que les autres hommes et que les autres femmes. Et Zelensky, il communique plus que les autres, dans certains plans, quand il parle de certaines choses, quand il apparaît dans certaines conditions, il parle à quelque chose en nous qui est sans doute très profond, qui ne relève pas uniquement de la raison, qui n'est pas que cérébral, mais qui est très intuitif et qui relève d'une sensibilité humaine commune à un peu tout le monde. C'est très fort. Je trouve qu'il a quelque chose de tout à fait admirable. Voilà. Bon choix, Alexandre Chevalier. L'homme de l'année, Zelensky. Si Baumschneider était le Kinder Surprise, pour dire comme ça, en tant que femme de l'année, on ne s'attendait pas à son élection, parce qu'il y avait la question d'Eva Herzog. Autant là, c'était plus ou moins attendu en termes de communication, suite à toutes les unes de magazines, le photoshooting au mois de juillet avec sa femme, dans Vogue d'ailleurs, qui avait fait pas mal polémique, à se dire si c'était le bon moment ou pas pour faire ce type de photoshooting en pleine guerre au mois de juillet de cette année. Il n'y a pas vraiment de surprise à ce qu'il ait été désigné. Ce qui rend un peu triste, d'une certaine manière, lorsqu'on voit qu'il y a d'autres guerres ailleurs et d'autres gens qui ne sont pas du tout mis en lumière. On peut juste voir l'image de Vogue, justement. Et je pense notamment au président arménien, dont personne ne connaît le nom finalement, dont on ne parle pas. L'Arménie qui souffre aussi d'une guerre. L'Arménie qui est moi, je reviens d'Arménie. Dans une indifférence totale en termes de lumière et de médias. Et donc, c'est vrai que ce serait plus courageux, moins facile de choisir quelqu'un comme ça, comme homme de l'année, pour le mettre en lumière et mettre en lumière ce qui se passe aussi. C'est aussi une guerre avec des gens qui souffrent de la même manière chez eux. Mais d'un point de vue civilisationnel, c'est aussi important, l'Arménie. Tout à fait. L'Arménie, le Kosovo sont exactement... les politiques, mais c'est le grand les silence, médias, en fait, il y a une espèce de grand silence. Moi, je vois par exemple la présidente de l'Union européenne va justement serrer la main du président de l'Azerbaïdjan qui est en train de massacrer les Arméniens. Les Arméniens, effectivement, qui sont des chrétiens. Profondément nos alliés. Et oui, mais alors profondément, on les soutient comment? Indifférent. Oui, et puis culturel, enfin tout historiquement. Pardon, Alexandre Chevalier, on vous a coupé la parole allègrement. Pas de souci, mais c'est juste pour dire à Philippe sur Zelensky et sa capacité. Effectivement, il a joué le rôle du président, il a été acteur en jouant le rôle du président pendant 5 ans. Il est passé président en étant peut-être acteur aussi de sa propre présidence aujourd'hui. Il y a quand même quelque part une espèce de confusion des rôles dans cette époque ultra médiatique et ultra communicante sur est-ce que c'est un président-acteur, un acteur-président, un peu des deux, est-ce que les deux se sont contaminés? Je vois l'admiration de Philippe là-dessus, moi ça m'interroge toujours. Sur la sincérité, parce que forcément, s'il est très bon acteur, il y a aussi une question de sincérité. Est-ce que le Zelensky du mois, est-ce que les politiques sont toujours sincères? Oui, mais est-ce que le Zelensky du mois de février et le Zelensky d'aujourd'hui, est-ce que le Zelensky qui ouvre le Festival de Cannes, est-ce que c'était enfin voilà, et on lui dit tu es un des nôtres dans le sens tu es un acteur. Est-ce que c'est sain? J'en sais rien. C'est pas incompatible. Non, c'est pas incompatible. Moi, je suis d'accord avec vous. Je pense qu'effectivement, il a D'ailleurs, c'était son métier, la communication. Et c'est ce qu'il a fait, comme vous dites, avoir cette intuition au départ. Je reste, je suis là, je suis. On n'y était pas. On ne sait pas ce qui s'est passé dans les coulisses comme négociation. C'est pas le problème. Le problème, c'est qu'il a su communiquer et il a su se positionner comme personnalité incontournable, comme le symbole de la lutte de l'Ukraine contre la Russie et de la défense de l'Ukraine contre la Russie. C'est un symbole de cette lutte des démocraties contre le pouvoir russe. Contre le pouvoir russe. Et ça, bravo, ça, il a réussi. Mais il faut aussi dire une autre chose, c'est qu'il a été aidé par les circonstances. Il a été aidé par les circonstances, parce que la Russie viole l'intégrité territoriale de l'Ukraine, ça a choqué le monde entier. Et ça a choqué. Et c'est devenu une lutte de l'Occident contre la Russie, contre cette Russie qui viole le droit international. Et donc les gens se sont sentis émus par cette situation de victime de l'Ukraine. Et sa communication est vraiment entrée là-dedans. Moi, je trouve que il fait son boulot, il fait son job et il le fait extrêmement bien. Bravo, il le fait extrêmement bien. Probablement, si ça avait été quelqu'un qui n'avait pas eu ce sens de la communication,
on n'en serait peut-être pas là. Maintenant, il nous challenge quelque part, l'Occident, parce que cette guerre change énormément de choses. On voit apparaître la faiblesse du multilatéralisme, on voit apparaître la faiblesse de l'Union européenne, on voit apparaître... Et sa force aussi, quand même, parce qu'elle s'est regroupée. Je trouve que on voit que le défi de l'Union européenne et de l'Europe en général maintenant est vers l'Est. On parlait tout à l'heure de l'Arménie, on parle des Balkans, on parle du Caucase Sud, et ça change la donne, cette guerre en Ukraine, parce que tout d'un coup, la Russie n'est plus à même de faire de l'ordre ou de maintenir l'ordre chez elle. Il y a la Turquie qui devient une concurrente dans le Caucase Sud, l'Arménie qui souffre énormément, qui est délaissée par les Occidentaux parce qu'ils sont occupés. Et l'Arménie est tout à fait certaine que jamais ni Washington ni Bruxelles ne l'aideront au point où ils ont aidé l'Ukraine. Donc il y a des pays qui souffrent de cette situation, ça change complètement la donne. Des rapports de force sur le continent européen et sur le plan mondial aussi, ça change complètement la donne. On est dans une période de concurrence entre les grandes puissances où la situation est comment est-ce qu'on peut dire, insécure, elle est pas sécurisée. Les tigres sont les choses se mettent en place, un nouvel équilibre c'est en train de se rechercher et les choses sont très instables. Et il y a des pays qui souffrent, mais dont on ne fait pas de cas. Hein. Reprenons l'exemple de Attendez, parce qu'il nous reste très peu de temps. Juste pour dire, l'Azerbaïdjan occupe 50 km² de pays souverains arméniens. Personne ne dit un mot. C'est exactement la même chose que, enfin, à toute proportion gardée, hein, c'est que 50 km², et le Donbass c'est beaucoup plus grand. Attendez, personne ne dit rien. Peter Rottenmüller, mais rappelons-nous de... alors, je vous laisse la parole, mais justement, il nous reste très peu de temps. Je vous avais demandé effectivement à chacun de venir avec une highlight, un temps fort pour l'année 2022. La vôtre, Peter Rottenmüller, et vous pouvez finir d'ailleurs sur ce que vous venez de dire. Le highlight, ce sera ce soir, la France, le Maroc qui bat la France. Non, mais je voulais juste dire... On enregistre en léger différé. À propos d'indifférence, réagissez. On était complètement indifférent par rapport à l'Ukraine. Et si Zelensky ne s'était pas levé, s'il n'avait pas dit « je n'ai pas besoin d'un taxi, mais d'armes », l'Ukraine appartiendrait aujourd'hui à la Russie. Oui. Et puis il faut dire, il y a deux hommes de l'année. Il y a l'un qui a fait l'autre. Poutine a fait Zelensky. Et Poutine a changé l'Europe. Oui. En agressant l'Ukraine, il a changé la cohésion de l'Europe. Il a changé toute la politique énergétique de l'Europe. Imaginez-vous, Poutine a réussi à faire avancer toutes les énergies alternatives dans tous les pays de l'Europe. Il a réussi à faire reconstruire des centrales nucléaires, etc. C'est le vilain homme de l'année. Considérer le nucléaire comme celui qui a eu la plus grande influence sur la politique. C'est celui qui a eu la plus grande influence. Et Zelensky... Jusqu'à ses habits avec ses t-shirts olives, son treillis, génial comme il s'est mis en scène. Et puis, sa femme, c'est la seule qui pouvait sortir du pays. Lui, il ne pouvait pas sortir du pays. C'est pour ça qu'elle a fait aussi ce truc de Vogue. Et être photographié dans Vogue, c'est très, très important aussi pour la société américaine, pour tous les gens friqués du monde. Qu'elle soit élégante, et puis elle a un bon discours. Moi, j'ai lu ce qu'elle a dit. Vogue avec lui, dans les rues. Je l'ai vu hier soir. Formidable. Elle est formidable. Madame Zelensky, Philippe Val a donc rencontré tu l'as vu? Zelensky. J'ai vu hier soir. Effectivement, elle a un très bon discours. Et très, très construit. C'est important parce qu'ils doivent récolter de l'argent pour les hôpitaux, notamment. Évidemment. Mon temps fort, c'est les femmes iraniennes. Je pense que si l'Iran, des mollahs tombent, le monde va profondément changer. Ça va avoir la carte du monde va être changée sans doute en bien, parce que mine de rien, c'est un nœud névralgique horrible de notre monde, l'Iran, et ça a une influence énorme sur tout le monde musulman. Pas arabe, tout le monde musulman. Parce que la révolution iranienne de Khomeini était une révolution chiite, mais une révolution inspirée par les frères musulmans qui sont sunnites. Et aujourd'hui, les Iraniens retrouvent un patriotisme perse et anti-musulman. Ils sont en train de mettre en avant un patriotisme
perse. Ils veulent se débarrasser, ils en ont marre. Et si ce pays qui est symbolique de l'islam du monde tombe, ça va changer la carte du monde. Toute la question, c'est va-t-il tomber ce régime et par qui le remplacer? Il faudra voir. Il faudra voir. C'est rien. Alors malheureusement, on doit conclure en Iran. Ouais. Et voilà. Mais vous savez, on parlait de l'Arménie. Micheline Calmeret, je suis navrée, mais maintenant l'Arménie, c'est l'Iran. Parce qu'ils ne veulent pas faire bouger les frontières. Eh oui, les choses sont beaucoup plus ambiguës. Et Bon, pour moi, le highlight, c'est la guerre en Ukraine. Je suis navrée, là, il faut qu'on conclue. C'est la guerre en Ukraine qui a changé la face du monde. On doit, oui, évidemment, c'était une grande highlight de 2022, mais comme on en a parlé ne serait-ce que la semaine dernière, c'est pour ça que, voilà, on a parlé à travers Zelensky. Donc, je vous remercie toutes et tous d'avoir été parmi nous pour cette dernière du point de l'année. Donc, bye bye 2022. Vive 2023, qu'on vous souhaite, qu'on se souhaite la meilleure possible. Passez de très bonnes fêtes. Nous, on se retrouve le 11 janvier pour parler animaux et viande, probablement. Quoi de mieux qu'un peu de sang pour bien digérer ces fêtes. En attendant, rayonnez bien sur l'aimant bleu. Qu'est-ce que c'est que ça ? Belle soirée.